Parlons tout de suite justement de ces exercices, ou du moins de cet exercice militaire. Il est dit, on revient justement sur cet exercice, on va le dire, de véritables actions menées notamment par l'Algérie au niveau de la frontière avec le Mali. On parle des actions de combat à munitions réelles, des exercices comprenant entre autres une opération de débarquement aérien au moyen d'hélicoptères de force spéciale, ainsi qu'une opération de parachutage dans la profondeur des défenses d'un des débits jusqu'ici non conventionnels. Un exercice d'ailleurs jusqu'ici salué par le ministère algérien de la Défense. La question qu'on se pose est celle de savoir si nous avons réellement assisté à un exercice militaire de routine, ou alors d'entrée. André Kisselfanga, pensez-vous réellement qu'il y aurait une autre raison derrière cet important déploiement militaire algérien à la frontière avec le Mali, dans un contexte marqué justement par des tensions de plus en plus vives entre Bamako et Alger? Monsieur Nguéné, je vous ai toujours dit que l'Afrique est au cœur de la géopolitique actuelle mondiale. Si l'Afrique est au cœur de la géopolitique mondiale, ça veut dire que tous les scénarios sont possibles dans notre continent. Et tous les scénarios sont possibles surtout dans les États qui ont décidé d'avoir leur souveraineté. En fait, ou bien des États qui ont décidé, n'est-ce pas, de s'allier au bloc multipolaire. Au bloc multipolaire qui est la Russie, la Chine, et le reste, l'Inde, le Brésil et tout le reste dont on peut en citer. Donc, quand vous décidez de vous allier, n'est-ce pas, à ce monde multipolaire, le monde unipolaire vous prend comme ennemi. En fait, vous devenez ipso facto l'ennemi du monde unipolaire. Donc, quand vous prenez l'engagement, de devenir un État souverain, alors vous devenez l'ennemi des dictateurs mondiaux. Vous devenez l'ennemi des sionistes. Vous devenez l'ennemi de tous ces gens qui pensent que le monde, ils peuvent régenter le monde comme ils pensent, comme ils veulent. Donc, la situation aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali est justement dans cette géopolitique et géostratégie. Posez-vous la question. Il y a, je crois, aujourd'hui les BRICS, il y a eu beaucoup de pays qui sont entrés dans les BRICS. Alors que dans notre stratégie, dans notre analyse, dans notre lecture géopolitique, on savait que le pays qui était le plus en vue pour entrer dans les BRICS ces derniers temps, c'était l'Algérie. Mais pourquoi l'Algérie n'est pas entrée? Ça veut dire qu'il y a eu des choses, ou bien il y a des éléments révélateurs qui prouvent que l'Algérie n'est pas encore prête à être entrée dans le monde multipolaire. Alors, si l'Algérie n'est pas encore prête à entrer dans le monde multipolaire, ça veut dire qu'il y a un plan et il y a un scénario qui est caché derrière. Parce que nous avons vu quand même, au début, n'est-ce pas, de la transition malienne, c'est-à-dire quand les premiers, n'est-ce pas, gouvernants de la transition étaient là, il y a eu quand même des relations, il y a eu quelques efforts entre militaires faits à côté, n'est-ce pas, du Mali. Est-ce que c'est pour combattre ou bien aider davantage à mettre en mal les terroristes djihadistes ou bien pour avertir le Mali que nous sommes déjà prêts pour la bataille? C'est ce qu'on voudrait savoir. Est-ce un message adressé à qui? Est-ce tout d'abord d'entrer un message? Si oui, adressé à qui? Parlant justement de ces manœuvres tactiques. On les salue du côté d'Alger. Est-ce que ce sont des manœuvres de dissuasion vis-à-vis justement de ces groupes armés qui sévissent notamment dans le Sahel, ou alors on ne saurait dissocier ces manœuvres du contexte géopolitique tendu entre les deux pays aujourd'hui? Vous avez suivi Macron, non? Macron a dit qu'ils sont maintenant prêts à envoyer les missiles longue portée. Contre qui? Il faut faire un parallèle entre ce que le président... Mais écoutez, quand Macron vous dit... Ils sont prêts à envoyer les troupes au sol, n'est-ce pas? Les troupes otaniennes, n'est-ce pas? Et à utiliser maintenant les missiles longue portée. Un jour après, l'Algérie commence les entraînements, n'est-ce pas? Des opérations, n'est-ce pas? À la frontière avec le Mali, avec des commandos, avec des armes, avec des munitions réelles. Mais c'est un signal qu'ils envoient au Mali que bon, vous voyez qu'il y a une conjonction de force, il y a une conjonction de communication, il y a une conjonction de tous ces éléments qui veulent amener la guerre sur le sol
africain. C'est-à-dire le même discours que Macron tient en Europe, n'est-ce pas, pour l'Europe, pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. C'est un peu ce genre de message aussi que l'Algérie va envoyer au Mali, que nous sommes prêts pour aller à la bataille contre vous. En fait, c'est aux Maliens d'être prêts. Parce que tout ce que vous voyez, c'est qu'on a décidé de faire la guerre au Mali. Et s'il faut faire la guerre au Mali maintenant, le habilité capable, n'est-ce pas, de véritablement mettre en danger le Mali, c'est l'Algérie. Et ça, il faut se le dire clairement. Parce qu'on a vu les manœuvres pendant un certain temps. Vous savez, je ne vais pas revenir sur le fait de l'Algérie, de ses positions panafricanistes ou bien de ses gouvernants qui ont longtemps été. Mais comprenez que la gouvernance actuelle de l'Algérie joue mauvais jeu envers les partenaires africains et certains partenaires internationaux. En fait, c'est comme si le président algérien actuellement est... vous appelez souvent ça quoi? Un cheval? Le cheval qui va être utilisé pour justement mettre en mal le Mali qui est en train d'acquérir sa souveraineté totale dans le Sahel. Merci à vous pour ce premier jet, André Christel Fanga. Vous l'avez d'ailleurs relevé, difficile de dissocier bien sûr ces manœuvres tactiques du contexte, ou du moins des relations jusqu'ici difficiles, en tout cas ces derniers mois entre Bamako et Alger. Alors, avez-vous également la même impression, comme bon nombre d'observateurs patient par fin d'homme, qu'il s'agissait clairement et purement d'un message envoyé par Alger, on ne sait pas à qui exactement? D'aucuns évoquent le cas du Mali, parlant des relations un peu difficiles, tendues ces derniers mois. D'aucuns parlent de manœuvres de dissuasion vis-à-vis justement des groupes armés qui sévissent particulièrement du côté du Sahel. Parce que là, l'armée algérienne a sorti un véritable arsenal. On parle des munitions réelles déployées donc dans ces exercices tactiques, des combats, des exercices comprenant entre autres une opération de débarquement aérien au moyen notamment d'hélicoptères de force spéciale, une opération de parachutage dans la profondeur des défenses jusqu'ici d'un ennemi non conventionnel. Un message, si oui, envers qui? Ou alors vous avez une autre grille de lecture, purement? Oui, moi je pense que l'Algérie est elle exécute son calendrier d'exercice militaire quasi normal. L'Algérie ne se prépare pas pour faire la guerre au Mali. C'est pas possible. Des gens qui développent cet aspect des choses, bien cette vision, soit ils sont ignorants des réalités, soit alors, je suis obligé de le dire, ils sont manipulés par les officiers, justement, qui essaient de continuer de nous soumettre. L'Algérie ne peut pas préparer une guerre contre le Mali. Il faut expliquer ça. Certes, maintenant, si, ou bien pas peut-être une démonstration de force tout de même. Peut-être pas une déclaration de guerre ouverte vis-à-vis du Mali, mais une démonstration de force pour dire, oui, ça y est, les relations sont tendues, mais nous sommes là, nous sommes forts. Ils n'ont pas besoin. Pourquoi la frontière avec le Mali? Mais c'est parce que c'est une zone extrêmement poreuse. Elle est large, c'est le Sahel, c'est le désert. Et maintenant que le nord de Mali est sécurisé, des groupes djihadistes qui mettent cette zone auraient tendance à se réfugier au niveau du sud de l'Algérie. Donc, justement, il faut se préparer. N'oubliez pas que déjà ces groupes ont déjà attaqué les centres de raffinage de pétrole à l'intérieur de l'Algérie. Là, on n'avait même pas encore la question malienne. Et vous vous souvenez comment l'Algérie avait réagi. L'Algérie, ces derniers temps, a eu des manœuvres militaires avec la conjointe avec la Russie. Et sur le sol algérien et sur le sol russe. Donc ce sont des partenaires. Et la Russie ne peut pas être présente, même du point de vue de ses équipements au Mali. Et l'Algérie préparait une guerre comme ça contre le Mali. Ça n'a aucun sens. Vraiment, je crois que ça, c'est des trucs que les sorties de l'esprit ou bien de l'imagination fertile de quelques-uns qui veulent absolument
voir une confrontation entre Alger et Mali. Mais bon, ce que Vous j'ai... ne la voyez pas, cette confrontation, Ah non, en dépit pas... justement des relations particulièrement difficiles ces derniers temps? Oui, les verra... relations sont là, parce qu'en parfait d'homme, on doit se soumettre à l'évidence. Oui, on verra plus tard. Moi, je peux Comment aussi peut-elle évoluer dans un contexte comme ça va celui-là? évoluer puisque l'Algérie aide beaucoup le Mali. Quand la CEDEAO a décidé de fermer, d'appliquer les sanctions, le premier pays qui a ouvert ses frontières et qui a donné une bouffée d'oxygène au Mali, c'était l'Algérie. Et dans d'autres domaines, il y a l'autoroute qui se fait, il y a plein de choses dans d'autres domaines qui se fait et où on voit l'Algérie vraiment donner un véritable coup de main au niveau d'Alger. Ce qui a créé une légère dissension entre Alger et Bamako, c'était la question de l'accord d'Alger. Et aller dans les textes de l'ONU, on voit bien que c'est à Alger qu'on a confié la gestion de ce conflit-là. Maintenant, elle a été gérée comme elle a été gérée. Il y a eu le courroux des Maliens qui ont estimé que maintenant que Kidal était libéré, il n'était plus question qu'on revienne encore sur ces accords. Bon, ça on le sait. Mais de là... C'est encore un peu plus crispé les rapports. Je ne pense pas que c'est crispé. Puisqu'aujourd'hui, Alger demande à Bamako de revenir sur oui, parce que sa décision. C'est le rôle qui lui a été confié par l'ONU, d'être le médiateur de cette crise-là. Donc bon, ils essayent de dire aux Maliens, mais revenez, parce que, vous savez, il y a des conséquences quand une décision est prise comme ça de manière unilatérale. Il ne faut pas l'oublier. Mais de là à penser que cela peut déboucher sur une intention de la part d'Alger de faire la guerre à Bamako, vraiment, il faut avoir l'esprit très très fertile pour développer des trucs comme ça. J'ai entendu tas de trucs, l'Alger était de mèche avec Paris. Non, vraiment, ça veut dire que, excusez-moi, je ne donne pas de leçons, mais ça veut dire que nous-mêmes, tout ce qu'on dit là tous les jours, on ne sait pas où on va. Ce n'est pas possible que l'Algérie se mette, n'est-ce pas, aux côtés de la France pour agresser le Mali. Il faut oublier ça. Ce n'est pas possible. C'est possible c'est-à-dire que les gens fassent l'effort de continuer à lire, à sonder, vraiment, ils vont voir que c'est une équation quasi impossible de la part Par contre, je donne l'information, les Émirats ont plus de 120 000, je dis bien plus de 120 000 mercenaires sur le sol africain et qui occupent la bande sahélienne. Je me demande même si ce ne sont pas ces forces-là aussi qui agissent dans la zone des 3 frontières. Plus de 120 000. Et c'est les Émirats arabes unis, vous savez, qui ont des liens très forts avec Israël, commencent à être un véritable problème pour la sécurité dans la bande sahélienne. Nous connaissons la position d'Alger aujourd'hui sur la confrontation, c'est-à-dire l'antagonisme qu'ils ont avec Israël. Et on sait que un certain nombre d'actions et de décisions sont en train d'être prises pour que les Émirats arabes unis dégagent du sol africain avec leur ordre de mercenaires qui sont financés par eux. Il y a aussi beaucoup de questions économiques. N'oublions pas que la chute, par exemple, ou bien la destruction de la Libye, c'était aussi parce qu'il y avait des gens qui avaient des appétits, n'est-ce pas, voraces sur le pétrole et le gaz libyen. Je parle par exemple du Qatar. Bon, donc, contrairement à ce que certains peuvent penser, au contraire, moi, jusqu'à l'heure actuelle, avec ce que j'ai en ma possession, ce n'est pas comme on dit, comme on a dit, j'ai fouillé, même dans les rapports des Nations Unies, je constate que Alger est en train d'abattre un travail très très important dans le cadre de la sécurisation de la bande sahélienne. Donc, c'était un exercice, certes, parce que c'est une armée quand même dynamique, l'armée algérienne, mais elle est consciente que la bande sahélienne, depuis la libération de Kidal, de forces terroristes qui se trouvaient dans cette région, auraient tendance à venir se réfugier au niveau du sud de l'Algérie. Bon. Donc pour vous, un message envoyé aux groupes armés terroristes. D'abord, un message envoyé par Alger, pour vous. Premièrement, mais deuxièmement aussi, ça rentre aussi dans le cadre des entraînements de manière quasi périodique de cette armée-là, pour qu'elle soit parée à toute éventualité en cas d'une attaque terroriste sur leur sol. Et c'est ça le plus important. Il y a le gazoduc qu'on est en train de construire. Ce ne sont pas des sociétés de sécurité, n'est-ce pas, qui sécurisent ni un gazoduc ni un holoduc. Ce sont des militaires. Donc, il faut être formé, il faut être préparé,
n'est-ce pas, à pouvoir sécuriser ces lignes de vie économique assez importantes. Et pour cela, il faut avoir une armée aguerrie, une armée up-to-date, une armée qui peut se projeter très rapidement dans les théâtres d'opération en cas de difficulté. Et je pense, sincèrement, je pense que c'est ce que Alger fait aujourd'hui. Et vous voyez, Alger diversifie ses partenariats, même avec le Cameroun. Il y a déjà des accords militaires. On les a vus dernièrement en Mauritanie pour continuer à tenter de lier des relations avec tous ces pays tiers-là pour que, justement, il y ait une stabilité au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci à vous, patient parfait. Donc, comment peuvent évoluer, André Christelle Fanga, les relations de coopération entre le Mali et l'Algérie dans ce contexte? À un moment donné, on a cru à de véritables ruptures de relations diplomatiques avec le rappel des différents ambassadeurs de chaque côté. Mais depuis quelques mois, les deux ambassadeurs d'ailleurs sont repartis, ont repris fonction aussi bien du côté d'Alger que du côté de Bamako. Mais il reste justement, entre autres, ce point de mésentente entre les deux pays aujourd'hui autour de l'accord de paix d'Alger. Nous avons d'un côté un pays qui vous dit non, moi j'ai repris le contrôle de Kidal, l'accord de paix d'Alger ne me sert plus à grand chose. Et de l'autre, vous avez un pays comme l'Algérie, patient parfait d'homme de relevé, qui tient impérativement à jouer à fond son rôle de médiateur et qui invite les Maliens à revenir sur la table des discussions, voire des négociations aujourd'hui. Comment, dans un tel contexte, les relations de bon voisinage, voire de coopération, peuvent-elles clairement évoluer pour le bien-être des peuples des deux pays? Vous savez, le rôle historique de l'Algérie, je l'ai dit dans mes premiers propos, ne sont pas à jeter à la poubelle. Mais M. Tebboune est un traître. Vous n'êtes pas un peu trop dur Je vous dis, et de manière péremptoire et de manière en direct de For You, M. Tebboune est un traître. Et d'ailleurs, vous avez le comportement de l'Algérie depuis un certain temps envers les Noirs. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder le problème des accords d'Alger. Il faut les problèmes des migrations, par exemple. Ouais. Vous voyez les migrants. C'est inhumain. Ça, c'est un fait. Deux, plus parce que les activités justement pour un processus de négociation perdus de qu'on appelait les djihadistes, terroristes, je ne sais pas quoi, les gens de la Zawa, tout le reste là. Mais quand on a récupéré ces territoires, bon, n'est-ce pas, c'est cela. La plupart ont fui, sont allés où? Ils se sont installés à Alger, en Algérie. Ils se sont installés. Plus grand, il y a un prédicateur musulman. Vous parlez de l'imam Diko, forcément. L'imam Diko, qui est le Mali actuel, qui est par le président Tebboune. Il n'est pas. C'est d'ailleurs de là qu'est partie la brouille qu'on a observée en 2000. Parce que vous avez fait vous avez vision. Vous dites pas. Ça.
qu'il y a des puissances qui sont tapées d'abord pour longtemps déstabiliser cette affaire-là. Donc, la stabilisation de cet État du Nord-là, il fallait toujours allier. C'est quand même 1300 km de frontières entre le Mali et le Niger, l'Algérie. Donc, c'est une très grande frontière qui est il faudra toujours une complicité. Prenons l'exemple quand les sécessions naissent. Pour qu'une sécession naisse dans un pays, il faut toujours que le pays voisin le plus proche, n'est-ce pas, soit une ouverture, n'est-ce pas, aux rebelles ou bien aux sécessions. Regardez par exemple le cas du Cameroun avec soi-disant l'Amazonie. La plupart de ces leaders de sécessionnistes se retrouvent facilement où? Au Nigeria. Donc, vous comprenez que la frontière entre le Cameroun et le Nigeria devient poreuse. Vous allez retrouver un peu de partout comme ça dans toutes les sécessions ou bien dans toutes les guerres, n'est-ce pas, avec djihadistes terroristes. Ça veut dire qu'il y a un État qui ne joue pas franc jeu. Oui. Regardez la situation entre la RCA et le Tchad. On a toujours trouvé que c'est la frontière, n'est-ce pas, qui a été toujours la plus facile à pénétrer. Donc, véritablement, je voudrais vous dire, sans embâche, M. Tebboune joue mauvais jeu dans cette affaire. Ces entraînements-là, c'est pour dire aux Maliens que nous sommes prêts pour la guerre. Patient parfait d'homme. Une réaction, je vous vois sourire, doyen. C'est vrai que votre réaction, elle est, du moins, votre avis est clairement contraire à celui d'André Christelle Fanga. Évidemment, non. C'est un narratif qui a été développé depuis très longtemps. J'ai pris un peu de recul. Mais comment vous expliquez qu'un président qui se veut sérieux, comme le président Abdelmadjid Tebboune, puisse recevoir quand même certains leaders des groupes armés qui ont sémé la terreur du côté du Mali, puisse accorder une audience à l'imam Diko, Mahmoud Diko, connaissant bien évidemment les rapports que ce leader religieux entretient avec les autorités maliennes. Est-ce que justement on ne devrait pas à un moment donné s'aligner tout de même sur l'analyse d'André Christelle Fanga qui pense clairement qu'il y aurait un jeu trouble auquel serait en train de jouer le président algérien? D'abord, la réception des leaders, oui, n'est-ce pas, sécessionnistes, sont appelés aussi au niveau du Mali, mais ils étaient dans un processus d'un accord. Si vous êtes, on ne dialogue pas dans le vide, on dialogue avec quelqu'un qui est opposé à vous. Et quand vous êtes médiateur, vous parlez à toute la partie. Vous ne parlez pas à une seule partie, vous parlez à toutes les parties. Donc maintenant, je vous dis que ce qui a posé problème, c'était la rupture de manière latérale, oui, n'est-ce pas, de ces négociations par Bamako. On peut l'apprécier comme on veut, mais de la part d'Alger, il ne fallait pas perdre la main au niveau de ce qui a été confié par l'ONU. Maintenant, on peut interpréter ça comme on veut. Mais est-ce que le fait, dans cet objectif, celui de ne pas perdre la main sur ce rôle de médiateur, peut vous pousser à aller jusqu'à vous mettre à dos un pays comme le Mali, patient parfait d'homme? Vous l'avez si bien dit, l'Algérie ne s'est pas mis à dos le Mali. La preuve, les différents diplomates des deux côtés ont repris leur poste. Ça veut dire qu'il y a eu un moment de flottement, il y a eu un malentendu. Bon, on travaille, les diplomates, c'est ça leur rôle, oui, pour essayer d'évacuer ce malentendu et reprendre la marche en avant dans le sens de la coopération. Maintenant, la question de l'imam Diko, il faut toujours refaire l'histoire. L'Algérie a été confrontée à une violente situation d'insécurité, n'est-ce pas, pendant la guerre que les gars de FIS lui ont imposée. Et à partir de ce moment, et ça a coûté très cher à l'Algérie. Ça aussi, il faut vraiment aller apprendre de l'expérience algérienne, comment ils ont pu arriver à endiguer, à contenir cette menace djihadiste par ces forces islamistes-là. Alors, l'Algérie a donc créé, entre autres, un conseil, n'est-ce pas, constitué de ces différents imams qui constituent les différentes confréries islamiques, parce qu'il faut savoir que l'Algérie a plusieurs confréries islamiques, et dans le cadre de la déradicalisation des jeunes qui peuvent être embrigadés, n'est-ce pas, dans les mosquées pour continuer à suivre la voie malheureuse du fils qui a créé beaucoup de larmes et de sang au niveau de l'Algérie. On parle de 300 000 morts. Ce n'est fait pas un jeu. Alors, parmi l'une de ces confréries, donc, j'oublie le nom, c'est parce que c'est la Hajj, bon, l'une de ces confréries,
a pour principal responsable des confréries. Quand je parle de confréries, c'est-à-dire que des croyants musulmans qui adhèrent, n'est-ce pas, à une confrérie. Ils sont des deux côtés de la frontière. Ils sont maliens, mais ils sont aussi algériens. Il a pour principal dirigeant aujourd'hui l'imam Dicko. Et chaque année, il y a des espèces de rencontres pour faire le point sur le travail que ces confréries et leurs dirigeants essaient de faire dans le cadre du processus de déradicalisation des jeunes, surtout dans ces différents pays. Et c'est dans cette optique. Oui. C'est une réunion qui se fait de manière quasi naturelle. Et dans cette optique que l'imam Dicko a été reçu. Il a été reçu et les autorités maliennes le savaient pertinemment. Alors, c'est fait un volet de bois vert, il ne fallait pas recevoir l'imam Dicko, mais n'oublions quand même pas, Christelle, qu'au tout début pour combattre le régime je pense, c'est qui était là avant la révolution. C'est Ibeka, non, j'oublie. Non, c'était Ibrahim Traoré. Non, c'est Ibeka. Au Burkina Faso. Non, je parle du Mali. Il y avait Badao qui arrivait avant la rectification du colonel Assimi Goïta. Non, avant la chute du civique Ibeka. Voilà. Donc, avant, les gars qui ont quand même chassé Ibeka du pouvoir, c'était ces forces de la société civile qui sont multiples, parmi lesquelles il y a quand même les forces de l'imam Dicko. Je vous dis, à partir d'une mosquée, si le gars envoie un mot d'ordre, ce mot d'ordre fait mouche. Mais il y avait aussi, je crois que Yerowolo, c'est ça, debout sur les remparts. Et vous savez aujourd'hui que peut-être qu'ils ne se sont pas bien inscrits dans la dynamique de ces militaires. Et Ben le Cerveau, l'un des leaders de Yerowolo, il est actuellement détenu en prison. Et l'imam Dicko, dont j'ai fustigé l'attitude de condescendance vis-à-vis des autorités maliennes plusieurs fois, s'est mis un peu en opposition vis-à-vis du pouvoir actuel au Mali. Oui, tous ces éléments pour montrer qu'effectivement, le président Tebboune peut recevoir l'imam Dicko, compte tenu dans le cadre justement d'aider à la pacification et à la déradicalisation des jeunes musulmans qui peuvent être tentés de recevoir, n'est-ce pas, des messages venant de ces imams-là et créer... Mais est-ce que lui, il s'inscrit dans cette logique, patient parfum d'homme, l'imam Dicko, c'est-à-dire dans ce rôle d'encadrement justement de ces jeunes qui peuvent être, du moins qui peuvent céder parfois à des sirènes malveillantes, patient parfum d'homme? Est-ce qu'il s'inscrit dans cette logique? Comprenez-vous les critiques qui sont émises à son endroit aujourd'hui par l'opinion nationale malienne et même à l'international? Est-ce que vous savez que l'imam Dicko a toujours des partisans au Mali? Ne donnez pas l'impression qu'il n'a personne. Hein. Il a beaucoup de partisans. Hein. Faisons très attention. Nous sommes dans un processus. Oui. Quand vous avez un pays qui a eu affaire à ces difficultés, il faut au moins écouter. Même si vous avez votre posture, comme on dit, écouter les conseils et décider seul. Ne donnez pas l'impression que ce n'est pas lui qui a créé le problème. Comment on dit ça? Les Algériens, d'abord, on est étonné qu'un Malien soit dirigeant d'une confrérie qui a quand même des adeptes en Algérie. Oui. Ça doit quand même nous parler. Alors, ces gens-là, je continue de vous le dire, ils sont extrêmement dangereux. Il suffit qu'ils donnent un mot d'ordre. Souvent, leurs différents ouailles, non, c'est catholique, ça, c'est chrétien, ça, mais j'allais dire, ils suivent au-delà les instructions de leurs imams. Donc, dans ce cas-là, il y a deux façons. On tape, c'est comme les militaires ont fait, ils ont repris Kidal, mais aussi on se rapproche des zones ou bien des secteurs ou bien des individus qui peuvent être des sujets à problème pour mieux leur expliquer la nouvelle stratégie et essayer de les contenir. Mais si vous pensez que la seule réaction qu'ils peuvent avoir, c'est la réaction des armes et violentes, oui, vous allez gagner, mais vous pouvez gagner avec beaucoup de conséquences. C'est ce que l'Algérie a retenu avec le FIX, le Front islamiste du Salim. Ils n'ont pas su, à Alger, réfléchir correctement comment faire pour contenir ce groupe islamiste radicalisé qui prenait de l'ampleur. Ils les ont laissés se développer et les conséquences ont été là. Donc, c'est comme ça que je vois cette analyse par rapport à la question qui a créé réflexion par rapport à la visite d'Imam Dicko à Alger. Mais je crois que les deux diplomaties se sont parlé et ils ont bien compris de quoi il s'agissait et nous sommes passés à autre chose. Donc pour vous, les relations évoluent dans le bon sens aujourd'hui? Elles évoluent dans le bon sens et je pense que dans les jours à venir, vous serez surpris
vous serez très surpris parce que les dynamiques dans cette région-là obligent, je dis bien obligent, une reconsidération dans le sens, n'est-ce pas, d'un renforcement des liens de coopération entre Alger et Bamako. Merci à vous, patient parfait d'homme. Je pense que les téléspectateurs auront également l'occasion de réagir sur cette thématique. Ils sont nombreux à commenter justement pour ceux qui nous suivent en direct actuellement sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. Vous aurez l'occasion de réagir en direct dans quelques instants seulement. Le temps pour nous justement de prendre la deuxième thématique de ce soir.